La composante suivante que l'on va observer est le subsurface, et on voit ici une illustration de comment fonctionnent les rayons en subsurface scattering. Donc on a vu les réflexions diffuses, métalliques et spéculaires, etc., qui donc rebondissaient à la surface de notre objet. On a vu aussi la transmission qui traversait l'objet. On va voir maintenant des rayons qui vont partiellement entrer dans la surface et rebondir un peu aléatoirement, effectuer une sorte de chemin un peu en zigzag pour ressortir dans une direction, une autre, parfois de l'autre côté de la surface si elle est relativement fine. Et donc c'est ce qu'on appelle les rayons scattered, donc diffusés, dispersés sous la surface. Alors on peut regarder ici la différence entre un rendu ici en simple diffus et ici avec le subsurface, et on remarque directement qu'on passe d'un matériau qui serait plus comme une peinture assez opaque à un matériau semi-translucide comme ça, ou qui se laisse pénétrer par une partie de la lumière. On peut vraiment aller regarder ce que l'on voit avec une lumière frontale ici, ou avec une lumière qui vient de l'arrière, et vraiment avec un rétroéclairage, on observe vraiment cette espèce de pénétration de la lumière partielle, mais qui n'est pas non plus une transmission. Donc ça se rapproche quand même un petit peu des transmissions avec scattered. Donc quand on avait regardé ce qu'on pouvait faire en scatter ici, donc on est quand même un petit peu dans le même genre de matériaux, sinon qu'on va vraiment plus loin, on va plus vers des plastiques, des marbres, du lait, ou toutes sortes de matériaux organiques, des gélatines, des fruits, de la peau, évidemment. Alors une chose qu'on peut remarquer, c'est que ça ne réagit pas très bien. Ici j'ai un objet qui n'a pas d'épaisseur, donc c'est typiquement quelque chose qui s'utilise sur des objets avec épaisseur. On verra tout à l'heure qu'on a la possibilité, si on veut faire des calques et des choses comme ça, d'utiliser le subsurface, mais il faudra venir utiliser la case thin walled. Donc ça, ce sera une autre application du subsurface. Alors on peut faire déjà quelques petites remarques par rapport au SSS. C'est une composante qui est relativement gourmande, donc on voit ici les paramètres de samples du subsurface sont souvent réglés à au moins 6, donc ça va prendre un peu de temps au rendu. Ici j'ai l'éclairage indirect qui n'est pas terrible ici parce qu'il est réglé à 1. Je vais même me permettre de le couper pour avoir un feedback un peu plus rapide ici. Et donc voilà. Donc, pour éviter le grain dans le subsurface, il faudra augmenter les caméras à le subsurface ici et décider, si on a de l'éclairage indirect, d'augmenter le diffuse. Donc c'est une composante relativement gourmande. Alors une chose qu'on peut faire, c'est mélanger vraiment le subsurface ici à droite avec le diffus ici à gauche. Donc ici je montre une petite série de 5 exemples avec une composante soit nulle, soit complète en subsurface, et qui du coup va aller rechercher dans la partie de diffuse, donc en fonction du weight qu'on va définir. Si je mets le weight ici à 100%, le weight que je vais définir ici en subsurface va me définir la balance entre la composante diffuse et la composante de subsurface. Donc on peut vraiment se permettre, et on voit qu'on a quelque chose qui éclaire un petit peu plus doucement par l'arrière. Donc la composante de subsurface peut vraiment se composer de manière très subtile avec la composante de diffus, et ça fonctionne très bien pour vraiment plein de matériaux, et ça fera peut-être vraiment la différence entre par exemple de la crème et du lait, entre de la crème, de la peinture et du lait. Donc c'est important vraiment de prendre le temps de décider de la valeur du weight ici. Alors le premier paramètre vraiment très important du subsurface, c'est le scale. Alors la dispersion des rayons sous la surface va être vraiment définie par une épaisseur moyenne qui est multipliée, donc c'est une valeur de 1 qui est multipliée par ce scale. Pour le moment c'est une valeur de 1 qui est définie par le 1 du blanc du radius ici, multiplié par le scale. Donc si vous avez modélisé votre scène et que votre objet fait 1 cm d'épaisseur, ce sera vraiment très différent que s'il fait 15 cm d'épaisseur. Donc on peut voir ici toute une série de valeurs de scale allant de valeurs de très petites valeurs. Ici je pense que c'est 0,05, et puis j'augmente progressivement pour
pour arriver ici à 1. Ici je suis au-delà de 1, et au fur et à mesure, là je pense une valeur de 50 ou quelque chose comme ça. Donc on voit que vraiment entre des petites valeurs de scale ou des valeurs nettement plus élevées de scale, je vais pouvoir parcourir comme ça toutes sortes de densités de matériaux et créer une translucidité nettement plus marquée, allant de la gélatine à quelque chose de beaucoup plus comme du marbre ou des liquides beaucoup plus denses. Donc ce paramètre de scale est absolument essentiel. Il faut vraiment sentir en fonction des dimensions de son objet dans la scène quelle est la bonne valeur à adopter pour créer la bonne sensation de matériel. Donc l'épaisseur moyenne de dispersion peut être définie par le scale, mais également par la couleur, le radius ici. Et donc en fait, quand on modifie la valeur de radius ici, on va obtenir la même échelle. Donc si je mets 0,1 et 10, ça revient à mettre, donc c'est 0,1 fois 10, ça revient à mettre 1 et 1. Donc typiquement, on règle les valeurs de radius entre 0 et 1, et on les multiplie ici par le scale en fonction des dimensions de notre scène. Alors ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir différencier la profondeur à laquelle pénètrent les rayons rouge, vert ou bleu. Donc si je mets une couleur ici et que je dis que le rouge par exemple ne peut pas pénétrer aussi profondément, le rouge et le vert ne peuvent pas pénétrer aussi profondément que le bleu, je vois donc que, je vais mettre un scale un peu plus important, voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que sur cette épaisseur-ci, les trois couleurs peuvent pénétrer, donc je suis à 0,1, quelque chose comme ça, fois 10, donc ici sur 1 cm, toute la lumière peut pénétrer, mais si l'épaisseur est plus élevée, seuls les rayons bleus vont pénétrer dans ma matière. Donc on utilise typiquement ça pour faire par exemple une couleur de peau, voilà, quelque chose comme ceci pour la peau. Et donc on va, évidemment il faut bien définir, je l'ai mis un petit peu ici, donc on va avoir une très fine épaisseur sur laquelle le blanc peut pénétrer dans la peau, et puis sur une certaine épaisseur, l'épaisseur de graisse, la couleur va être plutôt jaune, et enfin quand on arrive vraiment dans la chair, dans le muscle, seul le rouge passe, et donc on a une impression qui va nous permettre de définir comment se comporte la lumière quand elle pénètre dans les différentes couches de l'épiderme, grâce à une couleur unique, et qui définit en fait trois zones de comportement différentes. Alors le deuxième champ de couleur ici, Subsurface Color, va nous permettre de colorer plutôt la surface de l'objet. Donc cette fois, les rayons arrivent, une partie est vraiment absorbée, et l'autre partie traverse la surface, rebondit, ressort au travers de la surface, et donc seul ce qui est défini par la couleur ici va ressortir de notre surface, mais donc c'est plutôt une couleur qu'on va rapprocher de la couleur vraiment du diffuse ici. Alors on peut souvent la combiner, cette couleur de surface, ça fonctionne assez bien si on utilise éventuellement simplement la même couleur ici pour les deux. On peut observer aussi ce qui se passerait si on avait par exemple une couleur un peu plus claire ici. Je vais éclaircir un petit peu en surface. Et si je fais donc on arriverait plus vers quelque chose, donc on peut également un tout petit peu la différencier, donc je pourrais vraiment définir une couleur un petit peu plus jaune en surface et qui donne une impression plus rouge sous l'épaisseur, ce serait pour faire de la peau par exemple. Et si je compose ça avec ma base de diffuse, je vois que ici le blanc du diffus reprend le dessus, donc j'irai également utiliser une couleur de ce type-là en diffus, et donc voilà ici une sorte de combinaison de couleurs qui fonctionnerait assez bien pour faire de la peau, et on utilise ces deux paramètres-ci pour sentir vraiment à quelle épaisseur on veut du subsurface coloré et plus ou moins de diffus. Donc on peut faire vraiment une combinaison ici grâce à ces paramètres de scale et de weight. Alors s'il y a une chose qu'on peut vraiment dire pour ces matériaux, c'est que
Donc ici, c'est un matériau qui doit se composer de subsurface, de diffus et de spéculaire, par exemple. Ici, je prends le bloc d'emmental. Ça va être vraiment un matériau pour lequel il est vraiment indispensable d'avoir à côté de soi un exemple et de prendre le temps de jouer avec les couleurs de manière très très fine. Donc on va voir qu'une très très petite variation de couleurs pourrait tout à fait dénaturer l'aspect recherché. Donc ça peut prendre vraiment un certain temps de trouver les couleurs précises, exactes, pour reproduire une matière, et c'est vraiment avec un exemple à côté de soi qu'on y arrive le plus facilement. Donc prenez typiquement, si vous voulez reproduire un matériau comme ça, ici un bloc d'emmental pris sur fond blanc avec une lumière blanche, c'est ça qui va me permettre vraiment le mieux de retrouver la matière que je cherche. Alors une fois qu'on a défini le radius et les couleurs qu'on voulait utiliser, la composante, la balance avec le diffus, on peut encore utiliser des paramètres comme l'anisotropie. Donc l'anisotropie va nous permettre de changer encore l'aspect du matériau, très très fort même, et faire en sorte que les rayons, quand ils pénètrent dans la surface, vont soit plus dans le sens de la lumière, soit plus latéralement. Donc ça va vraiment changer encore assez fort l'aspect final de notre matériau, sans compter le fait qu'on a en fait plusieurs types de random walk, donc de marche aléatoire. Il y en a un qui est plus juste, mais qui prend un peu plus de temps que l'autre. Et on a enfin un mode de diffusion. Donc ça va nous donner trois comportements un peu différents de la matière, combinés à ce paramètre d'anisotropie. On va vraiment pouvoir trouver la combinaison qui fonctionne le mieux pour représenter notre matériau. Donc si je regarde ici, celui-ci était quand même vraiment pas mal. Celui-ci peut-être encore mieux. Voilà, ce serait peut-être celui-ci que je choisis. Donc je pense que c'était le random walk avec donc random walk V1 avec un tout petit peu d'anisotropie peut-être négative. Alors, à ça, je vais évidemment rajouter ma composante de diffuse, et donc un reflet plus ou moins net, et donc observez votre matériau. Donc ici, voilà, j'arrive sensiblement, si je prends mon bloc ici en dessous, j'arrive sensiblement à un résultat qui me paraît correct. Il est peut-être un tout petit peu jaune encore, mais voilà, donc ça prend du temps de trouver les paramètres subtilement qui vont nous donner vraiment l'aspect réel de notre matériau. Donc on peut vraiment retenir que le subsurface va drastiquement changer l'aspect et nous permettre d'obtenir des matériaux pour pratiquement tous les matériaux de type nourriture, que ce soit liquide ou solide, des matériaux comme la peau, des matériaux comme de la cire, de la gélatine, du marbre, etc. Ça fonctionne vraiment très très bien. Plein de sortes de plastiques aussi sont très bien reproduits grâce aux subsurfaces. Le seul problème du subsurface, c'est donc que il est un petit peu plus gourmand en temps de rendu, mais ça vaut vraiment la peine. Alors on pourra bien sûr texturer, que ce soit le radius ou le subsurface color ou la couleur du diffus. Donc si on va regarder ce qui pourrait être une texture, c'est un petit peu fait rapidement évidemment ici, c'est juste un noise qui est passé dans une rampe, mais on utilisera des couleurs plus vives pour les zones charnues ou les zones graisseuses. On utilisera des couleurs plus sombres pour les zones de peau plus fines, et on pourrait utiliser du bleu ou pour les veines. Donc ça c'est un petit peu l'idée de ce qu'il faudrait faire pour réaliser une texture qui fera apparaître, donc par exemple sur les surfaces plus fines comme les oreilles, qui donnera vraiment une sensation de chair avec toute sa complexité, et les veines, etc. Donc ça demande évidemment un peu de travail. En texture de subsurface ou de diffus, on peut utiliser pratiquement la même texture. On viendra mettre les détails de peau comme des grains de beauté, etc. et des variations simplement de la couleur de la peau, un peu plus fine. On mettra évidemment un bump si on veut un peu de relief de peau.
on mettra du spéculaire, éventuellement du spéculaire plus un coat un peu plus léger, donc on pourrait mettre un coat à 0,2 pour avoir un reflet plus de l'aspect gras de la peau par exemple, et ici un spéculaire qui serait avec un roughness relativement élevé pour donner un reflet assez doux. Voilà, donc tout ça, et ce spéculaire pourrait lui aussi être texturé en roughness par exemple pour marquer les lèvres plus humides ou le nez, des zones qui peuvent être parfois un peu plus dont les reflets sont un peu plus nets que sur le reste de la peau, où la peau serait un peu plus mate. Alors quand on fait du SSS entre plusieurs objets qui sont des intersections, on va remarquer que le SSS ne traverse pas d'un objet à l'autre. Alors il y a une petite technique, si on veut pouvoir avoir comme l'équivalent d'un SSS complet, ça pourrait être le cas entre les dents et les gencives ou des choses comme ça. Donc il y a moyen de faire en sorte que les rayons du SSS, quand ils font leur petite course à l'intérieur, aléatoire à l'intérieur des objets, puissent passer d'un objet à l'autre. Donc l'idée, c'est de prendre chacun des objets et de venir de venir leur dire qu'ils participent à un même set ici, SSS. Donc, SSS 7, et je vais copier ça pour venir le coller dans le groupe de mon second objet. Garder un témoin ici de mon image pour pouvoir comparer. Et venir faire enter, vérifier peut-être, faire un update du rendu pour être sûr. Et donc on peut comparer. On voit déjà que c'est déjà un petit peu plus clair aux intersections. Donc le temps que le rendu se fasse, on va voir que simplement on a cette fois les rayons qui passent d'un objet à l'autre et donc qui éclaircissent un peu cette zone d'intersection. Donc pour terminer sur le subsurface, je vais utiliser ce petit exemple où j'ai deux disques, un avec de l'épaisseur, l'autre sans. Donc ici il y a juste une petite extrusion sur la surface sans épaisseur ici. J'ai une lumière à l'avant, une lumière à l'arrière. Donc on peut regarder tout d'abord ce qui se passe quand on regarde à l'avant, donc ça a l'air assez similaire à l'avant ici. Donc je sens peut-être qu'il y a peut-être un peu plus de lumière qui est réfléchie ici par l'avant sur cette surface sans épaisseur. Et si je regarde à l'arrière, je vois que en fait rien ne traverse ma surface sans épaisseur. Tandis que pour l'autre surface, je vois bien l'ombre provoquée par la boîte ici. Et donc j'ai bien cet aspect de subsurface qui est déterminé par mon épaisseur ici et qui va plus ou moins laisser de lumière en fonction de l'épaisseur que je détermine, la densité que je détermine grâce à mon paramètre de scale. Alors si je coche la case thin wall, il va se passer quelque chose de totalement différent, donc plus rien ne passe par ici, et je vais pouvoir jouer avec un matériau qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, et qui va fonctionner par exemple pour faire des calques ou des papiers, donc des surfaces très fines, et donc qui laisse passer ma lumière par l'arrière. Si je vais regarder ma lumière par l'avant, c'est vraiment cette fois grâce à ma quantité de subsurface par rapport au diffus que je vais pouvoir déterminer ce qui passe par l'arrière ou ce qui passe par l'avant. Donc si je viens ici regarder ma lumière arrière, je vais décider en fonction du subsurface si ma surface est diffuse. Si elle est diffuse, la lumière arrière va être dans son ombre propre ici. Et donc je vais laisser passer, je ne vais laisser passer aucune lumière et tout reste de l'autre côté. Si je me mets à 100% de subsurface, tout passe par ici, et si j'allais regarder de l'autre côté de mon objet, il serait complètement noir. Donc je peux vraiment ici jouer avec ce paramètre pour définir quelle proportion de lumière traverse mon objet, et obtenir donc un matériau comme un papier semi-transparent, et je peux donc balancer peut-être du 60-40 pour avoir une sensation différente d'opacité. Donc c'est quelque chose un petit peu différent de l'opacité, c'est vraiment de la semi-transparence, et
Et donc c'est vraiment un petit effet qui peut très très bien fonctionner aussi, qui est donc complémentaire à des choses qu'on avait vues dans la transmission ou avec l'opacité. Alors on peut également utiliser les couleurs. On voit qu'il y a une bonne partie des champs qui sont grisés ou qui ne fonctionnent en fait pas vraiment. Donc il n'y a pas vraiment de différence quand on joue avec ces paramètres là ici. Les seuls paramètres qui vont toujours devenir être utiles, c'est tout d'abord la couleur de mon papier par l'avant et la couleur de ce. Donc si je mets du bleu ici par exemple, la couleur de la transmission par subsurface en thin walled. Donc on va pouvoir utiliser ces deux couleurs-là pour jouer sur notre matière. Et donc pour illustrer vraiment cette idée d'utiliser cette technique pour faire du papier, ici il y a un exemple de modélisation d'un plan un peu tout cabossé, comme ça, tout plié par une distribution d'edge un peu aléatoire et un peu qui va me donner vraiment l'impression de papier chiffonné. Alors par-dessus je vais mettre donc ce high standard avec un noise. Ici je vais déjà un peu réduire la taille du noise, un petit peu trop grand, que je fais passer dans une rampe, donc en mode custom dans une rampe pour pouvoir lui définir des valeurs ici d'environ 0,2 à 0,6 et au final arriver comme ça à faire varier. Donc ceci est connecté dans le poids du subsurface. Donc mon subsurface qui est réglé en thin walled ici. Donc il va plus ou moins laisser passer la lumière, ça donnera un certain grain au papier. Donc le papier est légèrement coloré, il n'est pas tout à fait blanc, donc ça lui donne un aspect un peu moins parfait et un petit peu teinté comme du papier recyclé. Et donc vraiment grâce à ces valeurs ici, je vais pouvoir vraiment définir si mon papier est plus ou moins opaque, plus ou moins épais, et donner vraiment une impression de toutes sortes de papiers grâce à cette balance ici du poids du subsurface en thin walled par rapport au diffus. Alors là, une des toutes dernières zones à explorer dans le matériau, c'est la zone d'émission, qui n'est pas vraiment très très compliquée. Donc elle consiste simplement en un poids et une couleur. Donc là, il y a quand même quelques petites choses à dire par rapport à ça. Tout d'abord, on a à distinguer les mesh lights qu'on avait vus. Donc dans le menu Arnold, on pouvait transformer un maillage en lumière grâce à ce système-ci. Donc ça nous associait une lumière à notre maillage et on pouvait rendre cette lumière visible de cette manière. Donc ça c'est une première chose. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle ne se comporte pas du tout de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a une qui éclaire vraiment en éclairage direct, tandis que l'autre va fonctionner vraiment plutôt donc on a un affichage en émission dans les deux cas, mais c'est vraiment en indirect ici que la lumière va arriver dans la scène, éclairer ma scène. Donc j'ai un léger éclairage en Skydome que je pourrais même masquer ici pour vraiment bien voir la différence. Donc le système est vraiment différent et a priori le fait d'être en éclairage indirect, ça fait qu'on doit utiliser beaucoup plus de paramètres de samples ici pour avoir un grain qui est correct. Bon, a priori ça s'est nettement amélioré depuis quelques versions, mais il y a quelques versions d'Arnold, on avait vraiment un grain impossible ici en utilisant une émission pour éclairer notre scène. Alors une autre chose qu'il faudrait dire, c'est que pour avoir vraiment un éclairage correct, il faudrait dépasser le poids, donc mettre par exemple une valeur avec une valeur de 10, et on sent tout de suite que dès qu'on veut vraiment utiliser ce matériau d'émission pour éclairer, le grain commence vraiment à apparaître dans notre scène. Donc si je compare les deux solutions, pour arriver à un éclairage similaire, on sent quand même vraiment bien que la solution du Meshlight est plus intéressante.
Mais donc notre matériau d'émission, il va servir pour faire toutes sortes de petits matériaux, enfin de matériaux par exemple de LED ou de luciole ou de choses qui n'éclairent que très peu, ou peut-être une braise ou quelque chose comme ça. Mais donc, dès qu'on aura un maillage qui a une fonction d'éclairage, on prendra vraiment plutôt la solution du mesh light. Alors parfois on aura envie d'avoir un matériau d'émission, mais essayer d'éviter qu'il ne projette comme ça du grain dans la scène. Et donc une chose que l'on pourrait faire pour faire ça, c'est simplement de venir interdire par exemple à ce matériau d'envoyer des reflets spéculaires sur les objets. Donc je viens décocher ici la cage spéculaire et il ne projette plus que par éclairage diffus ou éventuellement par transparence, etc. Je pourrais également décocher l'éclairage par diffusion. Donc ici j'ai toujours le Skydome qui éclaire un tout petit peu ma scène, mais donc je peux éviter qu'un matériau en émission n'intervienne dans l'éclairage et dans le grain de la scène. Donc si ça pourrait être utile dans certains cas. Je vais regarder un petit exemple ici. J'ai une area light ici que je peux rendre visible mais qui me donne un aspect pas très riche ici, donc je vais le masquer. À la place, je viens créer un cylindre que je rends visible, sur lequel je place un matériau avec, je pourrais éventuellement mettre un peu de diffus, je ne mets pas de spéculaire, à la place du spéculaire je mettrai du coat, donc je mets une émission avec qui n'est peut-être pas à 100% ici, on pourrait éventuellement mettre à 100%, mais avec une texture de rampe, ici on voit le développement UV de base automatique du cylindre, et donc j'ajuste ma rampe pour que mes dégradés commencent ici au bord de mon tube néon, donc ils sont légèrement teintés également. Et donc je peux rajouter un petit reflet par-dessus ça, donc le coat c'est un reflet qui vient se mettre par-dessus tout, et entre autres par-dessus l'émission, donc je vais utiliser ceci par-dessus l'émission, le reflet du coat par-dessus l'émission. Alors on pourrait également venir vérifier donc que notre cylindre n'émet pas en réflexion diffuse et spéculaire, étant donné que la lampe va le faire, donc je n'ai pas besoin de rajouter du grain de cette manière dans ma scène. Donc voilà pour un petit exemple un peu concret d'utilisation. Donc faites simplement bien attention que le cylindre soit moins grand que le cylindre de la lampe, et sinon on peut toujours, comme on l'avait vu, utiliser les Relationship Editor pour faire en sorte que la lumière n'éclaire pas notre maillage. Donc ça pourrait être une bonne technique pour créer toutes sortes d'ampoules. Alors on va regarder ici un autre exemple où je vais faire plutôt des braises ou de la lave. Donc cette fois, mon objet va recevoir une couleur en émission. Donc ma couleur, j'ai mis une émission de 1 ici. Donc ma couleur c'est une texture, c'est le noise que j'ai réglé en alligator avec plusieurs octaves ici pour donner vraiment un peu de matière, qui est passé au travers d'une rampe, donc toujours en custom. Ici je prends une des couleurs que je mets en input et je me mets en custom. Je viens choisir une rampe avec toute une série de couleurs ici, donc on peut prendre le temps de faire varier plus ou moins la balance des différentes couleurs, et ceci va donc arriver en texture d'émission couleur de ma sphère. Alors ce qu'on pourrait avoir envie, c'est d'avoir également un grain, donc on pourrait se dire que le bump va servir, mais ça ne va pas suffire, on ne va pas vraiment avoir de volume. Donc je vais en profiter pour montrer, donc j'ai déjà montré un peu comment on faisait du bump, je vais montrer maintenant comment on peut créer du displacement. Donc pour créer du displacement, il faut aller dans le shading group de notre matériau, et on fait simplement glisser notre texture ici en displacement. Alors par défaut, le lien ne se fait peut-être pas, et il faut simplement venir rechercher un des niveaux de gris du RGB de notre texture. Dès que je fais ça, je vais devoir venir subdiviser, donc je l'ai déjà fait, je me mets en 4 Clark et avec suffisamment de subdivision, donc je pourrais venir voir ici le nombre de subdivisions que je dois rajouter pour obtenir un grain correct. Donc je le mets ici en wireframe et j'observe que ça ne sert à rien de mettre
trop de subdivisions. Je trouve par exemple que 4 fonctionnera sans doute assez bien pour avoir un bon grain si je regarde mon objet d'assez proche comme ça ici. Alors, je peux venir sur ce nœud ici, régler la quantité, la hauteur de displacement. Donc le scale ici va m'augmenter plus ou moins mon displacement. Alors je remarquerai parfois que mon objet est coupé au-delà de, je ne sais pas si je vais le voir ici, on le voit légèrement ici. Donc on remarque parfois que l'objet se coupe comme ça. Et pour ça, il faut venir aussi dans la zone Arnold ici. Donc je suis toujours dans ma zone Arnold où j'ai activé les subdivisions et j'ai un petit attribut ici qui va me permettre, je vais mettre la même valeur que la hauteur du displacement, et ça va faire en sorte que je n'ai plus ce petit problème de displacement coupé sur les bords. Voilà, donc une petite application du displacement pour vous donner une petite idée, donc ça fonctionne assez vite et on peut obtenir des effets très rapidement. Alors, tant que je suis sur cet exemple de braise, on pourrait en profiter pour regarder par exemple l'effet de l'amplitude ici, qui va plus ou moins allumer ma braise. Je pourrais utiliser ce paramètre-là, l'animer pour changer un peu la variation, la faire un peu osciller par exemple, ou animer la position des différents curseurs sur ma rampe. Donc ça, je peux éventuellement animer chacun des paramètres ici de position, si je veux, pour faire fluctuer un petit peu la couleur de mon objet. Je pourrais aussi me dire que je viens animer simplement la quantité d'émission pour petit à petit éteindre la braise et passer vers la couleur que j'ai décidé d'avoir ici en diffusion. Et donc ça vaut quand même, je pense, la peine de noter simplement l'idée que l'émission peut, quand elle a la même couleur que la base, permettre simplement, avec une très petite valeur ici, de rajouter comme une sorte de petites couches de fond lumineuse qui empêche que l'objet ne soit trop noir. Si vous avez des objets dans une zone un peu sombre, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu d'émission. Donc la composante d'émission est vraiment très faible, mais ça permet simplement de relever un petit peu le noir dans l'objet et de faire des compositions peut-être un peu plus lumineuses. Alors je vais terminer cette vidéo avec 2-3 petites astuces. Tout d'abord, donc on avait parlé du bump ici, donc en connectant par exemple un cell noise et en définissant la hauteur ici, donc un niveau de gris. On pourrait regarder le round corners. Donc, round corners, c'est donc une sorte de texture qui va s'appliquer comme un bump. Je vais casser cette connexion ici et venir glisser mon round corners ici, donc il va se connecter exactement de la même manière qu'un bump. Je dois juste venir faire un petit changement ici. Donc en fait là je fais le changement qu'il faut pour utiliser ma texture comme une normal map, qui est donc un autre système un peu similaire au bump, mais qui demande quand même un peu plus d'explications, donc je ne vais pas détailler ici. Alors j'ai un radius ici, je peux augmenter mon radius pour vraiment voir l'effet ici du round corner, donc ça va me simuler en fait, ce système-là va me simuler une sorte d'arrondi de l'orientation des normales de mon objet, et donc simule l'équivalent d'un bevel, donc ça fonctionnerait, vous voyez que ça fonctionne ici entre deux objets séparés, qui partagent le même matériau, donc c'est vraiment assez intéressant comme technique. Donc il ne faut pas en abuser, simplement il faut éventuellement rester avec des radius relativement peu élevés, sinon ça commence à devenir moins intéressant, mais ça peut donc éviter de faire des bevels. Alors en plus de ça, on voit qu'il y a un champ normal ici, et dans ce champ normal, on pourrait venir faire glisser une texture de bump que l'on a créée, donc combiner en même temps le relief du bump avec l'arrondi de ce round corners. Alors il reste une petite zone ici qui est donc une zone utile pour la post-production éventuellement. Donc quand je coche la case ici, j'empêche le rendu des éléments dont le matériau est coché mat ici. Donc si je vais voir la passe d'alpha ici, j'ai également mon alpha qui a disparu, mais je pourrais
décidé de choisir une opacité différente que 0 ici pour mon mat, et donc créer des informations qui pourraient m'être utiles en post-production. Si je laisse ça sans rien, j'ai donc mon rendu avec le plan. Alors, il y a une autre zone qui peut être intéressante, c'est la zone d'AOV, et celle-ci va nous permettre de faire toutes sortes de choses. Je vais venir créer par exemple un eye ambient occlusion, et je le fais glisser dans cette zone ici, ID 1, et j'appelle ça AO. On va aller voir directement de quoi il s'agit. Donc je l'ai mis ici sur le matériau des petits objets, je vais le mettre également sur le matériau ici. Et ça me permet en fait de créer des passes. Je vais développer un peu mes render settings pour qu'on voit bien où on est. Donc je viens ici ajouter un custom ici, et je l'appelle AO, comme tout à l'heure. Et dès que j'ai ça, je me retrouve, quand je fais mon rendu, avec une passe qui contient le shader que j'ai mis ici, dans les correspondant aux différents ID ici. Donc je pourrais faire la même chose par exemple avec un wireframe. On va appeler ça simplement wireframe, et venir mettre ici un matériau que je mets en polygone. Je le glisse ici. Je le glisse ici en écrivant le même mot, et je me crée une passe. Mes render settings, je les ai fermés, et je me crée un custom qui s'appelle wire aussi, et je peux venir chercher comme ça un rendu en wireframe de mon image. Donc voilà, c'est simplement un moyen comme ça d'obtenir, de mettre différents matériaux en plus, et d'avoir ces informations-là qui vont apparaître ici dans nos passes de rendu. Est-ce que c'est des choses qui pourraient être utiles pour obtenir toutes sortes d'effets en post-production. J'arrête ici donc l'explication du matériau AI standard, et je continuerai avec quelques explications où je reviendrai entre autres sur les samplings ici, les paramètres de samplings ici.